Bonjour et bienvenue dans ce webinaire dédié à FireCloud. Je vois qu'il y a une faute de frappe dans ma première slide. Pardon, c'est corrigé. Il est 10 heures du matin. Merci de m'avoir rejoint. L'objet ce matin, c'est donc de parler de SASI, de FireCloud, notamment de l'intégration des Firebox dans cet écosystème. Ce webinaire devrait durer, je pense, 35-40 minutes. On va essayer de faire un peu court, il fait chaud. Et puis, il y a peut-être des enfants à récupérer. Nous sommes mercredi. Comme d'habitude, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Vous avez le panneau des questions. Je le mets en haut à gauche sur mon écran pour mieux le voir. Normalement, vous êtes habitué au format, donc surtout posez toutes les questions que vous voulez. Je tâcherai d'y répondre au fur et à mesure. Et si certaines représentent un spoiler, à ce moment-là, je les reprendrai à la fin, mais on répondra à tout. Alors, logiquement, vous devriez voir mon écran. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer? Oui, a priori, il y a bien mon écran. Parfait. Eh bien, c'est parti. Donc, le sujet, c'est l'intégration de Firebox dans FireCloud. Donc, transformer votre Firewall WatchGuard en une passerelle SASI. Alors, on va, avant de passer direct à la démo, sur laquelle on va aller assez vite malgré tout, je voudrais qu'on revienne sur le sujet du SASI et de FireCloud en particulier. Le SASI, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Ça commence à émerger pas mal en PME, même si ça ne concerne pas encore tout le monde. Le SASI, pour rappel, c'est Secure Access Service Edge. C'est un service qui va permettre de modifier la façon dont on gère la sécurité périmétrique, puisque le sujet aujourd'hui, c'est que les frontières sont devenues floues avec le télétravail, avec la mobilité, l'hyperconnectivité. Mon utilisateur n'est plus jamais déconnecté pratiquement, il est pratiquement toujours exposé aux menaces. Et donc l'idée, c'est que la sécurité puisse l'accompagner et que la sécurité puisse également protéger les systèmes pratiquement où qu'ils soient. Donc, dans cette optique, chez WatchGuard, nous avons la solution FireCloud. Pardon, j'ai un problème de souris. Voilà, ça va se régler. Et donc, l'idée générale de FireCloud et d'une partie du SASI en tout cas, je vais prendre le raccourci un petit peu. L'idée, c'est de moderniser des choses qui existent depuis toujours. Depuis toujours, protéger un utilisateur en mobilité, c'est facile, on sait le faire, ça s'appelle le VPN. Depuis toujours, donner accès à une ressource de façon sécurisée à distance, c'est facile, ça s'appelle le VPN. Être en capacité de manager à distance des périphériques, de les sécuriser, de maintenir un certain niveau de cohérence de politique, c'est facile, ça s'appelle le VPN. Mais le constat, c'est que même aujourd'hui, même à l'heure de la fibre optique et de la généralisation de la fibre optique, eh bien, on constate que le VPN est encore peu utilisé, mal utilisé, et qu'il peut même représenter, pour un certain nombre d'utilisateurs, un frein à l'accès, un frein à la technologie et un frein à la sécurité, ce qui est quand même vachement dommage pour un produit de sécurité. Donc, ce qu'on voit majoritairement, et notamment avec le télétravail ou l'utilisateur nomade, qui soit nomade dans ses fonctions ou, euh, ou qu'il change de site, ce qu'on voit, c'est que l'utilisateur est censé utiliser le VPN pour accéder à des ressources de l'entreprise, petit 1, en l'occurrence non, petit 2, et surtout utiliser le VPN, petit 1, pour être protégé derrière l'infrastructure. Mais comme aujourd'hui, en entreprise, on a tendance à utiliser encore du VPN SSL, qui est une technologie mourante, où les débits sont pas très importants et où les performances sont quand même pas tout à fait à la hauteur des besoins, disons, des envies actuelles, eh bien, on constate qu'aujourd'hui, la plupart des utilisateurs connectés en VPN, alors la plupart, non, c'est pas vrai, je suis méchant, mais beaucoup des utilisateurs connectés en VPN sont connectés en split tunneling. Alors, pour les moins techniques d'entre vous, j'ai pas rebalayé la liste des participants, mais l'idée, c'est que normalement, dans un tunnel VPN, on fait tout passer, ce qui fait que mon utilisateur en mobilité dit en full tunneling, eh bien, tout son trafic rejoint le firewall du bureau. Ce qui doit aller vers une ressource locale est plus ou moins filtré et va à la ressource locale, mais surtout, tout le reste de la connectivité va être filtré par le firewall, et notamment la navigation Internet, les emails, etc. Donc, tous les moyens d'exposition de mon utilisateur, tout ce qui pourrait mettre en péril mon utilisateur. Or, comme les performances des VPN ne sont pas à la hauteur et que les utilisateurs n'ont globalement toujours pas appris à se servir correctement d'un client VPN, eh bien,
on se retrouve par nécessité à devoir basculer les utilisateurs donc en split tunneling, et donc on fait en sorte que la navigation Internet de l'utilisateur sorte en local sans aucune forme de protection réseau, et que dans le même temps, l'utilisateur puisse accéder aux ressources de l'entreprise, ce qui transforme de facto l'utilisateur nomade en une passerelle pour les pirates, puisque du coup, le pirate peut plus facilement attaquer mon utilisateur hors réseau, non protégé par un firewall, et se servir de sa connexion semi-permanente pendant les heures de bureau vers les systèmes, vers les infrastructures du client, de l'entreprise. D'accord? Donc ça, c'est le premier problème, et ça, il faut qu'on arrive à régler ce problème de performance qui fait que l'utilisateur n'a pas envie de rester connecté au VPN, qu'il se plaint de devoir rester connecté au VPN, et que dans les pires des cas, eh bien, on se retrouve en split tunneling. Le deuxième sujet, c'est l'accès sécurisé aux ressources. Alors, l'accès sécurisé aux ressources privées, c'est facile. C'est le VPN. Il n'y a que 3 façons d'accéder de façon sécurisée à une infrastructure, à des données de l'entreprise. C'est soit par le VPN, soit par le VPN, soit par le VPN. D'accord? Il y a les bastions aussi, mais d'un point de vue utilisateur, c'est moins marrant. Et puis, il y a la problématique des infrastructures hébergées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une infrastructure cloud, un service cloud, il est par essence exposé partout puisqu'il est cloud. Il est supposé être nulle part et partout en même temps. En réalité, il est à un endroit éventuellement répliqué, et puis surtout, il est accessible de n'importe où sur la planète, ce qui fait qu'un très grand nombre de plateformes sont attaquées et sont attaquables simplement parce que le temps joue pour le pirate et que le pirate a le temps de mener ses attaques de n'importe où, voire même de multiples endroits. D'accord? À ce titre, on pourrait reparler de CloudDR, mais on en parlera dans un autre webinaire. Et donc, la protection de ces infrastructures cloud, elle passerait par du conditional access, de l'accès conditionnel. L'accès conditionnel, c'est ce que vous avez quand votre éditeur de CRM vous dit « Ok, j'héberge votre CRM chez moi, cloud ou pas, peu importe, j'héberge votre CRM chez moi, donnez-moi votre IP public et votre CRM devient accessible uniquement depuis votre IP public. Et idéalement, uniquement pendant les heures de bureau, et avec de l'authentification, et avec du MFA, etc., etc., etc. C'est ça l'accès conditionnel. Cet accès conditionnel, il est aujourd'hui globalement assez peu utilisé. Il y a plein d'infrastructures cloud qui proposent de l'accès conditionnel, gratuit ou payant. C'est pas le débat en vrai, puisque l'accès conditionnel, c'est une nécessité absolue de la protection des entreprises. Donc, qu'il soit payant ou pas, les entreprises devraient sérieusement se poser la question de l'utiliser. Mais aujourd'hui, mon utilisateur en mobilité, surtout si je lui fais du split tunneling, son accès conditionnel, il tombe un peu à l'eau parce que il peut être connecté depuis la maison avec une IP dynamique, il peut être connecté sur son smartphone avec une IP dynamique, partagée, multinatée, etc., etc. Donc ça peut être un bon calvaire. Donc il faut aussi qu'on règle ce problème-là. Et puis de façon générale, la structure globale des VPN, que vous soyez déjà client WatchGuard ou pas, déjà partenaire WatchGuard ou pas, pour la plupart d'entre vous c'est le cas. Vous l'avez vu dans toutes les technos VPN, dans tous les technos firewall, vous démarrez une connexion VPN, configurez une connexion VPN, par défaut elle marche, mais tout est ouvert. Donc lorsque le pirate va voler un accès à cette plateforme VPN, il va voler un compte utilisateur trop faible ou un truc qui a fuité ou peu importe, on se retrouve avec un pirate qui a le droit de faire des pings vers n'importe quoi, qui peut faire des requêtes de n'importe quel type vers n'importe quel élément de l'infrastructure, parce qu'il n'y a aucun filtrage. Et ça, il est temps d'y mettre un terme. On ne peut pas parler à tout bout de champ de Zero Trust et laisser des tunnels VPN grands ouverts. Donc il faut qu'on torde le cou à tout ça, il faut qu'on change de façon de fonctionner. Et pour ça, donc FireCloud vient changer la façon de faire et vient changer les méthodes de travail et les usages. Alors comment ça va fonctionner? Mon utilisateur en mobilité, télétravailleur ou pas, une fois de plus, il va avoir besoin de se connecter quelque part pour s'identifier. Donc, on va l'envoyer s'authentifier sur WatchGuard Cloud. Là, il va pouvoir s'authentifier avec du LDAP, avec de l'AD, avec de l'Entra ID, avec des comptes WatchGuard, avec du MFA WatchGuard, avec du MFA pas WatchGuard, même si c'est moins bien. Vous pourrez utiliser des YubiKey si vous avez envie, enfin n'importe quel type de clé FIDO. Coucou Yubi. Mon utilisateur s'authentifie. Et en s'authentifiant, eh bien, on le range dans un groupe, on récupère des politiques d'accès dédiées à son groupe d'utilisateurs, on concentre ses droits et on va fournir à sa machine automatiquement une liste des points de connexion, les POP en anglais, Point of Presence, les points de connexion
auquel son client, son logiciel, sa machine va pouvoir venir se connecter pour établir une liaison sécurisée. De sorte que mon utilisateur, il s'authentifie et automatiquement, il se retrouve connecté au réseau public, Internet au sens large, à travers un firewall. D'accord? Mon utilisateur n'est plus exposé sans aucun contrôle, sans aucune protection. Il passe dans un firewall WatchGuard instancié que vous n'avez pas à déployer, que vous n'avez pas à maintenir et qui pour autant va proposer les mêmes services de sécurité qu'un UTM tel que vous le connaissez aujourd'hui à travers les boîtiers rouges. Donc mon utilisateur ici, il est connecté et la bande passante qu'il va avoir, ça va être la bande passante du data center. D'accord? Il n'y a pas de limitation de la bande passante dans FireCloud. Et donc aujourd'hui, mon utilisateur va sortir, alors en fonction de la connexion qu'il a lui au départ, hein, s'il a une connexion 10 MB, on lui en sortira pas 100, c'est pas magique, bien entendu, mais mon utilisateur va pouvoir atteindre, s'il a une bonne liaison locale, atteindre 200, 300 mégas symétriques avec une latence inférieure à 20 millisecondes. Donc des conditions d'accès à l'entreprise, à Internet ici, qui sont au moins aussi bonnes que ce qu'il a à la maison, en tout cas de ce qu'il peut mesurer et percevoir. Et on aura un très bon niveau de performance et avec, on va le voir après dans la démo, l'inspection HTTPS. D'accord? Donc on est full protégé. Mission 1 remplie. Mission 2, mon utilisateur doit donc accéder à des ressources de l'entreprise. Ces ressources de l'entreprise, si elles sont dans le cloud, ça tombe bien, il est déjà connecté et on pourra faire du conditional access, on connaît déjà les IP de FireCloud, donc on aura la possibilité d'utiliser le conditional access des plateformes cloud. Et à ce stade-là, on a donc la licence FireCloud Internet Access. Mais si les ressources de l'entreprise sont totalement ou partiellement dans une infrastructure locale, privée, à ce moment-là, on va pouvoir créer un lien fonctionnel entre cette infrastructure privée, qu'elle soit au bureau, dans un data center, hébergé dans un placard à balai, peu importe. On va pouvoir créer une connexion qui va nous permettre de donner accès de façon sécurisée à ces ressources. Cette connexion entre les ressources privées et le point de connexion FireCloud, ni plus ni moins, c'est une connexion VPN. D'accord? C'est une connexion VPN qui est établie à sens unique, ce qui fait que pratiquement quel que soit le contexte réseau, même si sur le site central, il n'y a pas d'IP fixe, même sur le site central, il n'y a pas de firewall WatchGuard, vous allez pouvoir, malgré tout, créer ce tunnel et donner l'accès à des ressources. Maintenant, l'objet, c'est quand même de le faire fonctionner avec un firebox, puisque les champions bien protégés, on le sait, ils ont tous un firewall WatchGuard. Donc, on va voir après comment est-ce qu'on établit cette connexion avec un firebox. Okay, donc, à ce stade, on a la licence FireCloud Total Access et mon utilisateur est protégé et dans sa navigation et dans l'accès aux ressources et il n'est plus un moyen de transport pour les menaces parce qu'il n'est plus grand ouvert sur Internet. Okay, et donc, la bande passante qui est consommée avec le bureau ne concerne que le trafic local. Tout le trafic Internet, lui, il est traité directement par le point de connexion. Fonctionnellement, on va passer dans un pare-feu et dans un pare-feu WatchGuard. Donc, dans les usages Internet et réseau de mon utilisateur, on va continuer à appliquer des politiques, on va continuer à faire fonctionner le firewall, on va continuer à faire fonctionner l'antivirus l'IAV, la sandbox, on va continuer à faire de l'IPS, de la détection de botnet, de la géolocalisation, etc. Tous les services de sécurité que vous connaissez aujourd'hui de votre Firebox. Et l'intégration du FireCloud, il faudrait que je regarde la roadmap, je ne l'ai pas fait ce matin, mais a priori, d'ici la fin juin, ce truc-là devrait être intégré dans le XDR. Donc, ça va venir étoffer l'écosystème de détection et de remédiation de menaces transversales. OK? Pas de questions? Pas de questions. Ça, c'est ce qu'on va avoir sous cette forme ou sous une autre, hein, quand on va dans une autre marque. C'est ce qu'on va avoir dans un firewall ou dans un serveur VPN quand on crée une connexion VPN nomade. On crée une connexion VPN nomade et globalement, mes utilisateurs VPN peuvent accéder à n'importe quel type de ressources, d'accord? N'importe quel objet réseau, pratiquement de n'importe quel réseau de l'infrastructure. C'est ce qu'on a ici dans cette colonne-là. Et en général, sur n'importe quel port et n'importe quel protocole réseau, c'est ce qu'on a dans la colonne suivante. Et ça, c'est à peu près chez tout le monde. Démarrer de l'OpenVPN, démarrer du VPN de n'importe quel type chez WatchGuard ou chez nos confrères, vous allez avoir ça. Et on a pris l'habitude de laisser ça. Or ça, c'est le danger, puisque donc on en parlait tout à l'heure, j'en parlais tout à l'heure,
un pirate qui rentre, et ben du coup, il a un compte volé et il peut accéder à n'importe quoi. Il n'a plus qu'à se faufiler dans le réseau pour récupérer d'autres informations, faire des élévations de privilèges, prendre le contrôle de machine, prendre le contrôle de votre hyperviseur et démarrer une nouvelle machine virtuelle sur votre hyperviseur, etc., etc., etc. Ce sont des petits malins. Donc, on va faire disparaître ça à travers les politiques que je vais vous montrer après. D'un point de vue technologique, on parle souvent du SASI comme une alternative au VPN. C'est pas vrai. Ne nous mentons pas. Le SASI, c'est une autre façon de faire du VPN. Alors, d'un point de vue marketing, c'est sympa de se dire qu'on quitte une ancienne techno pour passer sur une nouvelle, et ça donne une impression de changement de fond, de changement de paradigme. C'est intéressant, c'est nouveau, c'est novateur, c'est la conquête de l'espace, si vous voulez. Mais factuellement, c'est du VPN, à tel point que il fallait faire un choix technologique pour le client Firecloud de WatchGuard pour déterminer la techno à utiliser. Et globalement, aujourd'hui, il y avait le choix entre l'IKEv2, standardisé de longue date, efficace, sûr, fonctionnel, et WireGuard, qui est un peu plus récent, qui est un peu plus nouveau, que vous ne connaissez peut-être pas. Alors apprenez à le connaître, puisque WireGuard, c'est ce qui va remplacer OpenVPN à terme, partout, globalement, puisque OpenVPN a vocation à s'arrêter et que WireGuard prendra le relais. Pourquoi est-ce qu'on a choisi WireGuard? Parce que globalement, que ce soit en termes de débit ou en termes de latence, de temps de réponse, WireGuard est plus performant que tout le reste, même que l'IKEv2. Il est assez commun de dépasser les 100 mégas symétriques en IKEv2 sur une connexion nomade, même sur une connexion 5G dans certains cas de figure, d'avoir une très bonne latence, une latence très faible. C'est très fréquent. En OpenVPN, en VPN SSL, en général, on a des performances qui sont beaucoup plus limitées. Des latences qui sont vraiment pas bonnes, ce qui va finir par poser des problèmes de transfert de fichiers, d'accès aux bases de données, etc., etc. Donc, WireGuard permet d'avoir dès le départ des conditions de performance qui soient optimales. Et puis par ailleurs, WireGuard, la structure est différente de celle d'IKEv2. IKEv2, c'est fait à peu près comme ça. Je ne sais plus à qui j'ai piqué cette image, mais je le remercie. Il faudra que je source. L'IKEv2, c'est efficace, mais c'est un calvaire à diagnostiquer quand ça ne fonctionne pas. Vos alternants et vos jeunes agents de support peinent toujours à faire les diagnostics, puisque chaque ligne, je ne parle pas de chaque bloc, mais vraiment chaque ligne, peut devenir un élément source de panne dans l'IKE. Donc c'est assez problématique. Là où dans WireGuard, on a quelque chose de beaucoup plus simple. On a des clés qui sont prépartagées. L'identité du client est transmise au poste, elle fait partie des conditions d'accès, elle fait partie des mécaniques de chiffrement, etc. Donc globalement, si votre client est attendu, il y a peu de chances que votre client ne puisse pas fonctionner. Donc on a quelque chose qui est beaucoup plus facile à faire vivre. D'accord? Donc ce sera plus rapide, ce sera plus performant, il y aura moins de latence et ce sera moins chiant à diagnostiquer, à maintenir et à faire évoluer. Oups là, pardon. Petit problème de souris. Et à faire évoluer, puisque la structure même de WireGuard fait qu'il est prévu pour pouvoir intégrer plus tard de nouvelles mécaniques de chiffrement, etc. Et donc vivre avec les évolutions technologiques de son temps. Voilà pourquoi ce choix a été fait. Maintenant, l'idée, c'est que Firecloud, par la simplicité d'usage au quotidien pour l'utilisateur, la simplicité de mise en service pour les administrateurs, oui, il est possible que mécaniquement, ça vienne remplacer, dans un certain nombre de cas, peut-être pas dans tous, mais dans un certain nombre de cas, que ça vienne remplacer la connexion VPN telle qu'on la connaît aujourd'hui. Les points de présence, ça a un petit peu évolué. Alors, les points de présence, donc, ce sont des data centers dans lesquels il y a des infrastructures WatchGuard qui sont sous contrôle exclusif de WatchGuard. Les logs vont être stockés dans la zone dont votre compte fait partie. C'est pas très français ce que je dis. On va le faire dans l'autre sens. Si vous avez un compte européen, donc notamment un compte français, eh bien la conservation de vos logs se fait forcément en France. La gestion de votre Firecloud se fait forcément en France. Et puis ces points de POP vont permettre la connexion. Et aujourd'hui, cette bande passante, elle est monitorée en temps réel de façon à pouvoir être augmentée à la volée si d'aventure il y avait un pic d'activité utilisateur. Mais l'idée, c'est que vos utilisateurs aient toujours
du débit, qu'ils aient toujours au moins une centaine de meg. Alors encore une fois, sous réserve qu'ils aient eux une centaine de meg. Pour la petite histoire, j'étais l'autre jour en 4G, il y avait 40 meg. C'est difficile de faire 100 meg de VPN quand on n'a que 40 meg de 4G. Mais bon, l'utilisateur, lui, ne pourrait ne pas comprendre. Et donc, mon point de pop va me fournir ce débit, cette performance pour naviguer au quotidien. Les points de pop actuels, c'est, j'ai pas remis ma slide à jour, c'est 2 points de connexion aux US, pratique si vous partez en vacances ou si vous allez voir la Coupe du Monde. En Europe, on a la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, pas très loin l'Angleterre, et puis des points de pop en zone Asie-Pacifique. Donc il y a Singapour, l'Australie, il y a un point de pop qui est prévu au Japon. Bref, ça s'étoffe. L'idée, c'est où qu'aille votre utilisateur pour ses besoins professionnels, où qu'aille votre dirigeant éventuellement pendant ses vacances. Eh bien, on doit pouvoir trouver un point de pop qui soit le plus proche possible de l'utilisateur pour qu'il ait des conditions de performance optimales. D'accord? Mais on va venir se connecter sur le point de pop le plus proche d'un point de vue réseau. D'accord? Celui qui sera le plus performant. Des questions? Pas de questions? Eh ben, on va aller voir la démo alors. C'est l'heure. Alors, la démo. Tout commence avec, WatchGuard Cloud. Vous connaissez ceci, je ne vous présente plus Ray, l'agent IA qui vient faire la corrélation des événements et vous alerter quand éventuellement vous n'avez pas fait quelque chose. On va aller ici dans le compte de démo. Je vais venir chercher le FireCloud. On va réduire ça. Donc le principe, c'est que lorsque je mets des licences FireCloud, donc ce sont des licences par utilisateur, chaque utilisateur peut connecter jusqu'à 5 périphériques. Sont supportés aujourd'hui Windows, Mac, iOS depuis la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, et logiquement la bêta Android a dû commencer hier, mais j'ai pas eu le temps de me connecter pour aller voir. Donc Android est en cours aussi et c'est tant mieux. Donc mon utilisateur pourra connecter jusqu'à 5 devices par licence utilisateur. Et donc ce qu'on va avoir, ce sont d'abord des règles d'accès qui vont donner les conditions de fonctionnement de mon utilisateur dans tous ces aspects Internet quand on a la licence FireCloud Internet Access et Internet ainsi qu'accès aux ressources privées quand on parle de FireCloud Total Access. On va faire ça. Donc ici, dans mes règles, je mets le nom de ma règle, j'y ajoute les groupes utilisateurs, je vais vous montrer rapidement la gestion des utilisateurs après. Je peux interdire à mes utilisateurs de se déconnecter, on va aller voir une machine client juste après. Le XFF, c'est l'ajout d'une en-tête dans les communications web pour le X-Forwarded For, désolé pour l'accent, qui va permettre d'envoyer une indication sur l'IP réel d'origine, ce qui va permettre de maintenir la langue même quand on est sur un point de pop javanais ou brésilien ou que sais-je. Dans mon accès Internet, je vais avoir mes politiques de filtrage de contenu de géologue et dans l'analyse de contenu, j'ai simplement l'inspection HTTPS. D'accord? L'inspection HTTPS qui va me permettre d'avoir l'activation de mes services de sécurité sur les firewalls. Je ne reviendrai pas sur la nécessité absolue et inconditionnelle de mettre en place l'inspection HTTPS sur vos firewalls, mais je suis sûr que c'est le cas pour tout le monde, donc je suis très fier de vous. Et dans la partie accès privé, j'autoriserai l'accès à des ressources et les ressources, on va aller voir comment c'est foutu. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc, je vais créer des politiques par groupe d'utilisateurs. Mon utilisateur se connecte, il est membre d'un groupe, il a accès à telle politique et ça lui donne accès à un certain nombre de contenus. Dans le filtrage de contenu, donc pour la gestion de mes politiques web essentiellement, mais pas que, je vais avoir des filtres basés aussi bien sur le web blocker que sur l'application control qui vont me permettre de venir bloquer un certain nombre de choses, interdire un certain nombre d'usages. J'ai bloqué les contenus pour adultes. Il y en a peut-être par là-bas aussi, je ne sais pas où.
Donc ça, c'est mes politiques de filtrage. Les services qui seront utilisés dans le cadre de l'inspection HTTPS, parce qu'il faut cette inspection HTTPS, les politiques de blocage géographique, un peu comme dans vos firewalls. Et nous voici aux ressources privées. Les ressources privées, ce sont donc les éléments que j'aurai au bureau, en centre de données. Et donc, pour accéder à ces ressources, je vais déployer une gateway ou plusieurs gateways. Il n'y a pas de licence. Lorsque je choisis une passerelle, cette passerelle FireCloud va donc créer une connexion montante vers FireCloud de façon à permettre l'accès aux ressources de l'entreprise. Ça peut prendre 3 formes différentes et vous pouvez avoir les 3 dans le même compte. D'abord, une gateway de type Firebox. À ce moment-là, il vous faudra un firewall en version 12.12 ou supérieure. Ça fonctionnera sur les boîtiers de la génération actuelle, d'accord, et la version N-1. Et donc, lorsque je vais faire ça, ça va me proposer les firewalls disponibles dans mon compte WatchGuard. Je vais prendre, disons, celui-là, qui est un firewall virtuel. Je peux lui rajouter une description, firewall virtuel DC, hop là. Et donc, quand je fais ça, le firewall reçoit l'ordre de monter le tunnel vers le point de POP au bénéfice exclusif de ce compte client. D'accord? Et dans les minutes qui vont venir, le firewall va s'activer et mettre les éléments en place. D'accord? Va monter le tunnel VPN. C'est donc une connexion sortante. Lorsqu'on n'a pas la chance d'avoir un WatchGuard ou qu'on a un WatchGuard qui est beaucoup plus ancien, ce qui est questionnable, on a la possibilité d'avoir une gateway de type serveur. Et ici, c'est un logiciel sous Windows que je vais installer sur l'unique serveur de ma TPE. Et ce module va donc créer une connexion vers le POP. C'est très bien dessiné ici, si ce n'est que la flèche devrait être dans l'autre sens. Ah non, parce que du coup, c'est le trafic de l'utilisateur. Bon, admettons, c'est discutable. Et donc, ça permettra de partager l'accès à des ressources de ce serveur, mais à aucune ressource réseau. Mais en général, quand on a un serveur, on est dans le cas de la TPE, il y a probablement rien de plus là-dessus. OK ? Le dernier cas d'usage, c'est la passerelle virtuelle. Et ici, c'est une petite VM qu'on viendra mettre dans l'hyperviseur. Et cette VM, avec 0 configuration dessus, va créer cette connexion sortante vers le POP et permettre l'accès à de multiples ressources réseau. Vous pouvez utiliser toutes les gateways que vous voulez de tous les types en même temps pour donner accès à des ressources différentes, à des emplacements différents. Ça ne joue pas sur les licences. Et vous voyez, le firewall de mon DC, il a connecté. Pour donner accès à une ressource, je vais donc devoir faire en sorte qu'un élément puisse me répondre. Donc ici, moi, j'ai une imprimante derrière moi. Je vais lui donner un nom quelconque, print.web.1706. Voilà, allez, parce qu'on est le 17 juin. Ce nom n'a pas besoin d'exister en local et clairement, il n'existe pas en public. D'accord? Ce nom va être utilisé de façon privée pour régler un problème structurel du VPN qu'on va aller voir tout de suite. Ici, je mets l'IP réel de ma. Oh, il veut pas. J'ai le droit qu'aux chiffres, c'est ça? Eh ben, c'est pas gentil. Pas gentil. Hop, je vais le copier. Ce sera moins pénible. Je mets l'adresse IP réelle et je vais choisir les éléments utilisables vers cette imprimante. Donc moi, j'ai autorisé le 80 L443 en TCP. C'est une imprimante, peut-être que j'aurais dû autoriser le 9100 TCP, etc., etc. Mais mon sujet ici, c'est pas de vouloir imprimer, c'est juste de pouvoir vous montrer le fonctionnement du système. Et je vais enregistrer ça. Ces ressources, ces ressources privées, je vais donc les autoriser, que ce soit à travers un firewall ou à travers une gateway virtuelle. Ici, c'est une machine virtuelle. Il faut que je les autorise dans mes règles d'accès. Donc, dans mes règles d'accès par groupe d'utilisateurs et au niveau de la partie accès privé, eh bien, j'ai l'accès à ces choses-là. Et j'ai cette ressource-là qui est disponible à travers une autre VM. Dans un autre plan d'adressage, je vais l'autoriser aussi. Et on ira voir ce qu'il y a comme service. C'est pas le sujet. Comment ça se passe ensuite? Ensuite, je vais télécharger mon endpoint.
L'agent ici, c'est l'agent communicant WatchGuard qui va permettre de déployer des composants WatchGuard à distance. Et notamment, cet agent, il est commun à l'EDR et il va devenir commun à de plus en plus de choses. Okay, je peux télécharger le MSI ici, mais je peux également, si j'ai déjà l'EDR WatchGuard qui est déployé, je peux venir ici retrouver mon arborescence. Je ne sais pas si j'ai des trucs dans l'AD, si j'en ai, je peux venir ici et dire, bah moi, je veux que cette machine, elle est FireCloud. Je fais ça, je valide. Et à ce moment-là, l'agent communicant qui est lié à l'EDR et donc qui est déjà en place va télécharger les composants manquants pour pouvoir faire le déploiement de l'agent FireCloud. OK? Sur ma machine, j'ai donc ici, alors je voulais un Zebu, mais il a changé mon fond d'écran. J'ai mon agent FireCloud qui est déjà connecté. Qui est déjà connecté parce que j'étais connecté hier, j'ai éteint cette machine virtuelle. Quand je la rallume, mon agent reprend son état précédent, donc il était connecté. Il se trouve que moi, vous l'avez vu dans mes politiques tout à l'heure, j'ai le droit de me déco. Donc je vais me déco après pour vous montrer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mon utilisateur est connecté, il a démarré sa machine, il a du net, il est connecté, tout va bien. Si je prends un navigateur, on va avoir, pardon, je ne sais plus écrire, et on n'est que mercredi. Je vais choisir mon IP et je vais venir voir mon IP. Et mon IP actuelle, c'est celle-ci. Et cette IP, je vous le donne en mille, c'est pas la mienne. C'est l'IP du data center qui est à Paris, puisque c'est le point de connexion le plus proche de chez moi. Si on mettait celui-là en panne, eh ben, je me retrouverais peut-être connecté en Allemagne ou aux Pays-Bas, ou alors l'Espagne, ça ferait peut-être un peu loin, mais probablement en Allemagne. D'accord? Donc ça, c'est mon IP. Si je fais j'aurais pu faire une perf directement. Je ne sais pas ce que j'ai comme débit. Il faudra regarder. Alors en théorie, je suis sur une FTTH, mais depuis le début de la semaine, il semble que pardon, que le nœud optique à côté de la maison, bah, qu'il est un peu chaud parce que les débits sont pas incroyables. Bon, quand même, ça va. On est dans les 100 MB. C'est pas si mal. Je vous mets au défi d'avoir ce débit-là avec du VPN SSL. Donc ça, c'est pour ma navigation Internet. Et pour ma protection, si je viens ici, on devrait voir que, vous voyez, j'ai bien de l'inspection HTTPS. C'est natif, c'est coché par défaut. Et donc, j'ai bien l'inspection qui s'est appliquée. OK? Maintenant, pour l'accès à mes ressources, rappelez-vous mon imprimante. Mon imprimante, elle était accessible avec ce nom-là en HTTP et en HTTPS. Et je vais bel et bien avoir accès à mon imprimante sur les ports autorisés. Mais je n'avais autorisé que le HTTP et le HTTPS. De fait, donc voilà, on a bien accès à l'imprimante, pas de souci. Si j'avais voulu autoriser du print, j'aurais eu du print, il n'y aurait pas de problème. Ici, si j'essaie de pinguer cette adresse, pardon, à plein, eh ben, je n'aurai pas de réponse. Et puis surtout, je vais voir que je n'ai pas l'adresse qu'on avait tout à l'heure dans les ressources. Vous vous rappelez, dans les ressources, l'adresse qu'on voyait, c'était 10.10.1.3, si ma mémoire est bonne. FireCloud, ressources privées. On va revenir voir. Hop, dans ce réseau-là, mon imprimante, son adresse réelle, c'est 10.10.1.3. Et là, il essaie de joindre cette adresse-là, ça n'a pas de sens. Eh bien, en fait, on va régler un problème qui arrive fréquemment. Demandez à vos supports techniques, ils le connaissent probablement. Moi, utilisateur, je suis en déplacement, je vais à l'hôtel le soir, et puis je me lance ma connexion VPN pour accéder à la CRM, et puis bah, je ne peux pas accéder à la CRM. Et en fait, après contact du support, on s'aperçoit que le réseau local de l'hôtel est le même que le réseau local de l'entreprise. Et du coup, j'ai un chevauchement de réseau. La priorité, c'est pas la table de routage, c'est la résolution, enfin, c'est pas la résolution, c'est l'usage local de l'adresse. Donc, ça ne marche pas. Donc, ce qu'on va faire pour régler ça, c'est que ma ressource privée ici, on va lui attribuer, on va faire un NAT, on va lui attribuer une adresse
qui va être fixe et on va l'associer à un nom qui soit résolvable au sein de la solution. Vous voyez le print.web.pagentil, eh ben, il me résout ça. Mais en vrai, si ça c'était un problème, je pourrais parfaitement changer ça et puis faire un print.domaine.local. D'accord? Je ne suis pas obligé de faire quelque chose d'exotique. Je peux faire quelque chose qui rentre parfaitement dans le cadre de ma nomenclature, de mon DNS local, etc. Et à ce moment-là, ça, il me le résoudra, mais toujours avec cette adresse. Pour autant, quand on fera, il aurait peut-être fallu que j'active de l'ICMP. Si on faisait un trace-route, eh bien, on verrait qu'on a bien la translation d'adresse et qu'on arriverait bien à mon 10.10.1.3. D'accord? Question? C'est hyper calme. Donc, soit j'explique hyper bien, soit tout le monde est déjà en train de faire la sieste de cet après-midi. Dans le même esprit, j'ai ici mon serveur et mon serveur, lui, il a un nom relatif à son AD. Et ben, si je prends ça, alors je ne sais plus ce que j'avais autorisé, je suis sur du LDAP. C'est dommage puisque ma VM n'est pas dans l'AD. Mais ici, si je fais hop là, un NSLOOKUP de ça, eh bien, je vais avoir une adresse NAT, d'accord, qui va me permettre d'accéder à ces éléments-là. Alors, je vais m'ajouter l'ICMP, peut-être, hop là, ICMP, et il va m'ajouter des ressources. OK? Comment ça se passe ensuite? Là, si je redémarre, ma machine va redémarrer, l'agent était connecté, donc il va se reconnecter. Moi, j'ai le droit de me déco. Donc, si je me déco ici, je vais garder une navigation Internet non protégée. Non protégée jusqu'à ce que je me reconnecte. Le blocage ferme et entier jusqu'à ce que l'élément jusqu'à ce que la machine se reconnecte. Ça va arriver un petit peu plus tard dans la roadmap. Ce sera connu sous le mode lock. Alors, il y a une question. Merci pour cette question. Bonjour, si un utilisateur est connecté de manière permanente à FireCloud sans possibilité de se déco, on est obligé de configurer au niveau admin son imprimante locale? Non, bien entendu. Ici, mon imprimante, elle n'est pas locale. Ici, j'ai utilisé une imprimante du bureau, sachant que je n'y suis pas, puisque moi, je suis dans FireCloud, donc moi, je suis à Pétaouchnok-sur-Oise, d'accord? Et donc, j'ai configuré une imprimante parce que pour moi, c'est le premier truc qui répondait en web. Mais en vrai, là, je viens d'autoriser le ping vers un serveur. On parle bien ici d'une ressource distante. Factuellement, le FireCloud, c'est du VPN, d'accord? Le SASI, c'est du VPN, pour la partie utilisateur nomade, en tout cas, d'accord? Donc, comme pour n'importe quelle connexion VPN, ce qui est local reste local. Mon imprimante Wi-Fi à la maison qui est branchée sur ma box, je continue à y accéder exactement de la même façon, d'accord? Et donc non, on ne fera pas ça pour tous les salariés. Là, j'ai pris encore une fois l'exemple d'une imprimante. Mais oui, pour répondre à cette question globale, oui, ce qu'on attend de vous, et c'est un impératif, pardon, j'ai perdu ma fenêtre, c'est que vous ne pourrez plus jamais configurer l'accès à l'ensemble d'un subnet parce que on l'a tous fait comme ça ces 20 dernières années, mais en faisant ça, on a tous mal fait ces dernières années. C'était exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Et aujourd'hui, on le paye dans toutes les cyberattaques. D'accord? Donc, ce qu'on attend de vous, c'est de dire, OK, eh ben, moi, j'ai des users qui devront accéder au SQL. Donc, le SQL, c'est sql.domaine.local. Je vais mettre l'adresse. Et après, je déterminerai quel groupe d'utilisateurs peut y accéder ou pas. Mais oui, il y aura une définition stricte des ressources à autoriser. Et vous allez voir, c'est marrant, hein, qu'on va autoriser beaucoup moins de ressources et ce sera beaucoup plus sûr pour tout le monde. Par ailleurs, il me semblait qu'il n'y avait pas de POP en France. Mais oui, il n'y avait pas de POP en France. Lors du précédent webinaire, on vous disait il va bientôt y avoir un POP en France. Bah, ça y est, on est bientôt. Depuis le mois de mai, si je ne dis pas de bêtises, fin avril. Il faudrait que je retrouve la date, mais genre la dernière semaine d'avril, le POP français a été activé. Donc, vous pouvez y aller et d'autres encore vont s'ouvrir. Il y en a encore plein en projet de façon à pouvoir couvrir le maximum de scope de mobilité de vos utilisateurs et de vos clients en fonction de ce que vous êtes. Okay, mais donc, le POP français est bien ouvert depuis un moment.
comment ça se passe une fois qu'on arrive dans le LAN de l'entreprise et que FireCloud reste connecté? Alors ça, c'est une très bonne question. Par défaut, tu vas continuer à passer dans FireCloud, Lilian. Et donc ça va continuer à fonctionner. Ce qui est prévu, alors il faut que je regarde la roadmap, mais je crois que c'est pendant l'été. Je ne sais plus si c'est fin juillet ou fin août. On va pouvoir, dans les paramètres réseau, indiquer des, alors j'aime pas l'expression, mais des safe places. Je déteste ça. Ça impliquerait qu'on soit à l'abri derrière un firewall, ce qui est que partiellement le cas. Donc, on va pouvoir indiquer des emplacements de bureaux se liés à des firewalls et lorsque FireCloud détectera qu'il est derrière son firewall de rattachement ou l'un de ses firewalls de rattachement, alors il les coupera pour laisser fonctionner le firewall local. D'accord? Ça arrive pendant l'été. Du coup, impossible d'accéder à une ressource via son IP. Il faudrait bien utiliser le SQDN. Oui, oui, impossible d'accéder à une ressource via son IP. Alors, je vais retester pour être sûr. Parce que je ne l'ai pas réessayé depuis un moment, mais c'est l'idée, c'est que la plupart du temps, la tentative d'accès par une IP, c'est rigolo, mais ça pourrait très bien ne pas fonctionner. Alors je suis parfaitement mesquin, ça marche quand même. Donc si tu pourras l'utiliser quand même, mais intrinsèquement, ça reste une erreur, parce que tu n'es jamais à l'abri que l'IP de ta ressource d'entreprise soit l'IP de la fontaine à eau connectée dans l'hôtel. Et donc risquer d'avoir quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc utiliser un host reste une meilleure pratique. Utiliser un host, ça simplifie les migrations. Et là, en l'occurrence, tu pourrais conserver tes hosts Active Directory. Donc il n'y a pas de raison de ne pas utiliser un host. Sauf cas particulier, puisqu'il y avait eu un cas pour un logiciel métier où le logiciel ne pouvait être connecté, configuré qu'avec des IP. Mais c'est une façon de faire des années 80. Normalement, depuis les années 90, il y a le DNS. Pour nous, Tech, je remarque un élément pour lequel je n'ai pas l'explication. Si mon FireCloud est actif sur mon poste et que je me retrouve dans mon entreprise ou chez un client avec l'inspection HTTPS active du firewall, évidemment, j'ai plusieurs accès web qui sont KO injoignables, notamment les sites WatchGuard. Est-ce qu'on aurait un mismatch entre les deux couches d'inspection HTTPS? Alors, tu ne devrais pas avoir un mismatch puisque ta connexion... C'est une question tordue, ça. Je ne sais pas te répondre. Théoriquement, tu ne devrais pas avoir de problème. Si tu as un problème, tu devrais avoir le site qui est clairement injoignable, puisque ta machine en FireCloud, elle, ce qu'elle subit, c'est l'inspection de FireCloud. Ce qui va se passer à la couche du dessus, entre guillemets, par l'inspection de FireCloud par le firewall physique, ça ne devrait pas être visible par l'utilisateur, si ce n'est un fail pur et simple. J'ai pas la réponse à ta question et t'es un vilain mesquin. Je sais pas, faut que je l'essaye. Et tu sais quoi, appelle-moi et puis on essaiera. Je ne sais pas. D'autres questions sur les ressources? C'est clair pour tout le monde. Normalement, tout est répondu. Tout est répondu. Donc, je vous ai montré les différents types de gateway dans les nouveautés, puisque il s'est passé des trucs depuis le dernier webinaire au mois d'avril. Donc, on l'a vu, il y a le POP en France, d'autres POP en Europe, d'autres encore à venir. Vous avez, pour des cas particuliers, alors j'ai du mal à m'imaginer la réalité du besoin de cette fonctionnalité, mais elle existe. C'est du VPN. Donc, si je suis à la maison et que mon imprimante locale de la maison elle est connectée sur ma box opérateur, je suis dans le même VLAN, je suis dans le même subnet, donc j'y accède, c'est du réseau local, même connecté à FireCloud. D'accord? Jusque-là, on est tous d'accord. Il est supposé par certains de mes confrères de je ne sais pas quel pays que des utilisateurs pourraient avoir chez eux plusieurs VLAN. Alors, mis à part la bande de geeks que je vois dans ce webinaire aujourd'hui, je ne vois pas qui à la maison aurait plusieurs VLAN. Ma femme est une femme brillante avec un niveau d'études très élevé. Elle ne sait pas gérer des VLAN pour autant, d'accord? En général, c'est un truc de geek. Et donc, il y a toutefois une fonctionnalité qui permet de créer des contournements et de dire à ma solution, j'ai un cas client, donc ça c'est pour répondre à la première personne de tout à l'heure. Oui, ça ce serait à configurer au cas par cas, mais ce serait peut-être plus relatif à des agences qu'à autre chose. Où je dirais à mon système, dans certains cas de figure, pour certains subnets, alors j'autoriserai le routage local. Et du coup, ça viendrait simplement ajouter
une table de routage dans la connexion de l'utilisateur, donnant une priorité plus élevée à un routage local pour un autre subnet. D'accord? La fonctionnalité existe, j'ai du mal à imaginer le use case réel pour nos utilisateurs. Si vous avez un use case réel, concret, ça m'intéresse pour ma culture personnelle. Dans les fonctionnalités qui ont été ajoutées, quoi d'autre? Dans les ressources privées, vous avez des choses qui sont préconfigurées, notamment pour des ports dynamiques de SQL. Vous avez des capacités d'exception. J'ai parlé de l'intégration avec le XDR qui doit être prévu pour la fin de ce mois, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, en termes de roadmap, on est pas mal. Donc, le mode lock qui devrait arriver après l'été. Donc, le mode lock, c'est ce qui va empêcher un utilisateur non connecté d'avoir un Internet, mais avec une capacité de contournement temporisé, ce qui fait que mon utilisateur pourra dire, OK, je ne suis pas connecté, mais pour me connecter, j'ai besoin d'accéder à un portail captif. Donc, il pourra avoir une exclusion pendant genre 1 minute pour pouvoir s'authentifier sur le portail captif et de là, contraindre le redémarrage de FireCloud. Ça, c'est pour les gens qui prennent l'avion. L'identification du bureau pour pouvoir déconnecter automatiquement FireCloud, ça, on en a parlé. Vous avez ici les différentes IP. Si, un cas important qui a été soulevé un certain nombre de fois de mon côté. Donc ici, ces IP sont mutualisés. Donc tous les clients français vont utiliser ce pool d'IP parisien. Mais notamment dans le cadre du conditional access, on pourrait vouloir avoir une IP qui ne soit pas mutualisée. Donc il est dans la roadmap une fonctionnalité qui permettra d'acheter une IP publique de data center, donc non liée à une connexion Internet, et de pouvoir la rattacher dans son compte WatchGuard Cloud. D'accord? Typiquement, OVH fait ça, vous pouvez leur acheter une IP et la mettre pratiquement où vous voulez. Donc, ça ferait que vous auriez une IP publique privée, c'est bizarre de dire une IP publique privée, une IP publique individuelle, juste pour votre entreprise, utilisable à travers FireCloud, et bien entendu, cette IP serait différente de celle de votre bureau. Mais du coup, dans l'accès conditionnel, vous pourriez mettre et l'IP du bureau et votre IP personnelle, entre guillemets, de FireCloud. Je serais curieux de savoir si ça, ce sont des choses, si c'est une fonctionnalité qui pourrait être prioritaire pour vous ou pour vos clients. Ça m'intéresse. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et d'ailleurs, à ce titre, pour ceux qui ne savent pas, vous avez il semble que j'ai un petit problème de cookie encore. Vous avez donc normalement ici dans le point d'interrogation en haut à droite, je vais prendre un autre navigateur rapidement pour vous montrer. Vous avez l'accès à une partie de la roadmap, la possibilité de soumettre des fonctionnalités et la possibilité de voter pour des fonctionnalités. Votre poids, vous avez plus de poids que l'équipe WatchGuard. Vous avez plus de poids que les avant-ventes WatchGuard. Donc, s'il vous plaît, comme dans votre vie personnelle, votez. C'est important de voter. C'est ce qui vous permettra d'avoir les fonctionnalités qui vous intéressent plus rapidement et puis accessoirement de voir aussi les fonctionnalités qui peuvent être en cours de développement et qui pourraient vous intéresser. Alors, pardon, je reprends un autre navigateur, même si j'aime pas Chrome. Question, on peut accéder à un site auto-hébergé qui est autorisé depuis une IP extérieure pour certaines IP seulement. Si on ajoute en ressource le FQDN DNS externe vers notre IP publique, ça fonctionne. D'où viendra l'accès, l'adresse du POP? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre. On aurait donc un site web. J'ai un site qui est hébergé chez moi derrière mon firewall WatchGuard. Ma règle de NAT fait qu'on autorise l'accès que à certaines IP de mes clients, par exemple. Donc, il y a une liste de 4-5 adresses IP publiques qui peuvent accéder à mon serveur web. Et je veux pouvoir y accéder quand je suis dans FireCloud. Alors, si je veux y accéder quand je suis dans FireCloud, eh bien, ça veut dire que dans les IP autorisées, il faut que je rajoute les IP de FireCloud, celles des pays qui peuvent m'intéresser, et c'est un moyen aussi de faire de l'accès conditionnel. Si je veux pas que n'importe qui puisse le faire, je n'autoriserai que les IP peut-être françaises, allemandes et espagnoles. Voilà.
Et à ce moment-là, ça fonctionnerait. Si le sujet, c'est du loopback, le loopback serait hors de propos, puisque mon utilisateur, à l'intérieur du réseau du firewall, actuellement, il serait toujours connecté à FireCloud, donc il aurait toujours l'IP. D'accord? Euh, Est-ce qu'il faudrait ajouter la ressource? Non, on n'ajouterait pas la ressource, puisque comme on irait taper une IP publique, ça serait de l'Internet Access. Donc non, ce ne serait pas un accès de ressources. Pour autant, c'est rigolo, si tu voulais faire un accès de ressources, tu pourrais effectivement le faire, pardon, on digresse, et du coup, ça décale légèrement. Ici, on pourrait faire ça, on pourrait tricher comme des malandrins et dire la GED Lilian, désolé pour la faute, il n'y a pas un double L, non, c'est bon. Lagette.lilian, voilà, .fr, on va supposer que ce soit un domaine réel. Bah, moi, je pourrais faire ça et taper une IP locale. Donc, j'arriverais à tricher une espèce de loopback, en fait. Puisque du coup, comme je mets ça dans une ressource, la résolution, du coup, elle se ferait dans FireCloud. Et du coup, ça pointerait vers l'IP privé. Donc, en fonction de ce qu'on veut faire, loopback, oui, par une ressource, non loopback, accès externe, il faut autoriser l'IP de FireCloud. Je reviens rapidement pour pouvoir vous libérer. Voilà. Alors, si comme moi, le point d'interrogation ne marche pas, c'est un problème de cookies. Videz votre cache, redémarrez votre navigateur, réautorisez les cookies WatchGuard et ça va marcher. Et vous avez ici les GIF feedback. Et là-dedans, vous allez trouver par produit, donc là aujourd'hui, c'est FireCloud, donc on va trouver des propositions de fonctionnalités. Vous pouvez voter et dire je trouve que c'est bien ou je trouve que c'est sans intérêt. Perso, une image Docker, du Docker en PME, je n'en ai jamais vu, mais vous pourrez me donner tort éventuellement, n'hésitez pas. Ne vous gênez pas à me donner tort. Ça, c'est ce qui est déjà décidé et sauf problème de développement ou sauf bond monstrueux d'une autre fonctionnalité, c'est en roadmap et donc ça va aller au dev. Et ça, c'est en cours de dev. D'accord? Donc, la détection des hotspots pour le FireCloud, c'est actuellement en cours de développement. Heureusement, c'est censé sortir pendant l'été. Ça, c'est bizarre parce que pour moi, c'était sorti la semaine dernière, donc ça devrait plus être là. Ça, c'est pareil, c'est sorti où il y a un petit problème de mise à jour là-dedans. FireCloud intégration avec NDR, pourquoi pas? Moi, je préférerais FireCloud intégration avec XDR. Regardez, il y a de nouveaux POP à venir. Donc, les prochains POP, ce sera Calgary, Mexico City, Milan, Aragon et Zurich. Je ne sais pas où est Aragon. Moi, je connais Aragorn seulement. Les usages de session, et puis ça, donc ça a été développé, donc les exceptions de tunnel, les possibilités de décryption avec des IP, ça je vois pas non plus l'intérêt, puisque si c'est chiffré avec un certificat, il y a forcément un nom, puisqu'on n'a plus le droit d'avoir un chiffrement par certificat avec des IP, donc je vois pas l'intérêt de cette fonctionnalité-là, mais elle est là, et donc n'hésitez pas à aller là-dedans. Dedicated Egress IP, donc ça c'est le fait de pouvoir importer son IP. Une IP dont vous seriez propriétaire, pas l'IP de votre connexion Internet, et de pouvoir la mettre dedans. Si ça vous intéresse, allez voter là-dedans. Et si vous êtes prestataire, ne le dites à personne, mais vous pouvez aller voter 32 fois en utilisant les 32 comptes de vos clients. Ok? C'est pas bien, hein, mais bon, après, on va pas se gêner. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Normalement, j'ai répondu à tout. Si d'autres questions vous reviennent, n'hésitez pas à contacter l'équipe, france@watchguard.com ou vos contacts préférés. Joey, ta question de tordu, je ne sais pas, il faut qu'on y réfléchisse, éventuellement qu'on le teste. À tous, je vous souhaite une bonne journée. Si vous voulez l'essayer, j'ai oublié de dire, mais pour rappel, vous avez toujours les versions d'essai de FireCloud et de tous les produits logiciels, donc n'hésitez pas à aller essayer. Il y a des guides, c'est facile. Et vous recevrez le replay de la vidéo dans les jours qui viennent. Merci de votre temps. Prenez soin de vous, hydratez-vous, il fait chaud. Et puis à bientôt. Et pour ceux qui ce week-end seraient dans un festival nantais, on se voit là-bas. À bientôt.